Alors, on va s'intéresser ici au transformateur. Parfait. Donc un transformateur, c'est constitué d'un premier bobinage avec N inspire. On appelle ça le primaire. Alors en général, la partie qu'on appelle le primaire, c'est parce que dans le circuit, donc on va placer ici notamment un générateur. Ensuite, dans le secondaire, qui est également un bobinage, on a N2 spire. Et en général, on met la charge électrique, ça va être par exemple une résistance ou autre, ou l'appareil électroménager. Donc l'idée, c'est que on va ici mettre un noyau ferromagnétique, donc qui est sans contact électrique avec les bobinages, mais qui va permettre de coupler les deux bobinages. Donc c'est un noyau ferromagnétique qui couple les deux circuits. C'est-à-dire qu'en fait, il va canaliser les lignes de champ. Et du coup, quand on va avoir éventuellement un courant dans chacun des deux circuits, donc un courant I1 ici, un courant I2 ici, le courant I1 va créer un champ B1, le courant I2 va créer un champ B2. Donc chacun des deux circuits va être soumis à la fois à B1 et à B2, mais qui vont être non uniformes, et notamment le champ plus important au niveau du primaire que du secondaire. Donc l'intérêt du noyau ferromagnétique, justement, c'est que chacun des bobinages va subir à ce moment-là un champ magnétique B qui sera exactement le même, donc dans chaque spire du primaire et du secondaire. Donc chaque spire du primaire comme du secondaire, grâce à cette canalisation des lignes de champ, va subir exactement le même champ magnétique. On va avoir, dans chaque spire du primaire ou du secondaire, un flux du champ total à travers la spire, que je noterai fixé dans la suite, qui est le même pour chaque spire, que ce soit du primaire ou du secondaire. Donc, on va essayer d'étudier un petit peu ce circuit et de représenter les choses. Donc là, on va appeler U1 la tension qui est là, U2 la tension qui est là. Donc si on a un courant dans le primaire, si on a un courant I1 qui dépend du temps, ou si le courant I2 dépend du temps, on va avoir un phénomène, donc un champ B1 et éventuellement B2 qui dépendent du temps. Donc on va avoir le flux à travers le primaire qui va varier au cours du temps, et donc un phénomène d'induction. Donc on va écrire petit e la FEM induite dans le circuit 1. Elle est bien sûr due d'une part à l'auto-induction, et donc dans le circuit 1, et à l'induction mutuelle. Donc ça va être E1 propre plus E1 mutuel, dû au circuit 2. Si on écrit la loi de Faraday, ça va donc s'écrire moins dφ 1 total sur dt, qui peut se réécrire moins dφ dû au champ B1 à travers le primaire sur dt, moins dφ dû au champ B2 à travers le primaire sur dt. Donc d'après ce qu'on a dit précédemment, puisque φc c'est le flux à travers chaque spire et qu'il y a N1 spire, ça va en fait tout bêtement moins N1 dφc sur dt. Donc on a exactement la même chose dans le secondaire, je ne réécris pas tout, avec le phénomène d'induction propre et mutuelle, et on va donc trouver E2 qui vaut moins N2 dφc sur dt. Donc si on modélise ces circuits, on va donc pouvoir les modéliser de plusieurs façons. Donc on va avoir U1 ici, qui dépend de ce qu'on a mis dans le circuit. Alors en théorie, il devrait y avoir une résistance puisqu'il y a des fils. Donc justement, si on suppose que le transfo est parfait, la résistance va être prise nulle. Donc la résistance du primaire égale la résistance du secondaire égale 0. Et donc on va juste avoir d'une part la FEM petit e1. Donc soit on représente ça comme ceci, où on met donc à chaque fois la FEM dans le sens du courant. Et là je mets la FEM totale, c'est-à-dire à chaque fois dû à l'auto-induction et l'induction mutuelle. Ou alors c'est équivalent à la chose suivante, où on pourrait représenter simplement pour l'auto-induction donc le grand L1, pour donc le circuit 2
on aurait ici le grand L2. Et pour représenter le fait qu'on a donc de l'induction mutuelle, le grand M comme ceci. Ça revient exactement au même. Donc, si je reprends par exemple la première représentation, je vois que U1 c'est moins E1 et que U2 c'est moins E2. Donc U1 ça va être N1 déficé sur dt et N2 ça va être U2 ça va être N2 déficé sur dt. Donc vous voyez tout de suite qu'il y a un lien très simple entre U1 et U2 qui est que U2 sur U1 ça va être égal à N2 sur N1. Donc simplement le rapport du nombre de spires, on appelle ça petit m, le rapport de transformation. Donc l'idée c'est que quand vous avez ce transformateur, vous avez la tension qui va être dans le secondaire va être directement proportionnelle à la tension dans le primaire. Donc si on met un signal sinusoïdal, dans le secondaire on aura également un signal sinusoïdal. En revanche, l'amplitude du signal sinusoïdal va être plus grande ou plus petite suivant la valeur de petit m. D'où l'intérêt, hein, c'est ce qu'utilise EDF pour par exemple, passer à des hautes tensions avec un signal qui reste sinusoïdal, ou inversement, pour rediminuer la tension quand l'électricité arrive chez vous, pour récupérer du 220 volts. Donc tout se fait simplement avec deux bobines dont on choisit les rapports de nombre de spires. Donc, je voulais également vous faire un bilan énergétique qui fait effectivement intervenir cette induction propre et cette induction mutuelle. Donc, toujours pareil pour un bilan énergétique, on reprend les équations électriques et on multiplie par petit i. Donc là, je vous rappelle que j'ai négligé les résistances, donc il n'y aura pas de perte par effet Joule qui existe en pratique, bien sûr. Donc là, je reprends simplement les équations précédentes. Donc j'avais U1 qui valait moins E1, et E1, on avait dit que c'était ici, donc défi 1 propre sur dt, plus défi 1 mutuel sur dt. Donc, écrire L1 DI1 sur dt plus M DI2 sur dt. Donc, exactement de la même façon, je vais avoir U2 qui vaut moins E2, donc avec le défi 2 propre et le défi 2 mutuel sur dt. Ça va donc nous faire du L2 DI2 sur dt plus M DI1 sur dt. Donc, toujours de la même façon, pour avoir un bilan énergétique, je multiplie l'équation électrique par le courant correspondant dans... Donc, je vais appeler ces équations 1 et 2. Pour le circuit 1, le courant qui passe, c'est I1. Pour le circuit 2, le courant qui passe, c'est I2. Donc, ça va nous donner la chose suivante. On va avoir L1 I1 DI1 sur dt plus M I1 DI2 sur dt égale U1 I1. De la même façon, je vais avoir L2 I2 DI2 sur dt plus M I2 DI1 sur dt égale U2 I2. Si je combine tout ça pour avoir un bilan global, on va faire, donc on fait la somme des différents termes, on va trouver, donc le terme de droite, je l'écris d'abord, U1 I1 plus U2 I2. Donc ça, c'est la tension en U1 et U2 sont dans le même sens que U1 est dans le même sens que I1, U2 est dans le même sens que I2. Donc c'est ce qui va être fourni par les éventuels générateurs qu'on a mis dans le circuit. Hein, donc si on en a, puissance des générateurs, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à, donc premier terme, L1 I1 D1 sur dt, que je peux réécrire D sur dt de 1,5 de L1 I1 carré. Ensuite, on va avoir du plus D sur dt pour le terme en L2 I2 DI2 sur dt de 1,5 de L2 I2 carré. Et ensuite, on a plus MI1 DI2 sur dt plus MI2 DI1 sur dt. Si on regarde bien, c'est en fait D sur dt de MI1 I2. Et donc, on peut tout mettre le terme de droite dans le même D sur dt. C'est D sur dt de 1,5 de L1 I1 carré
plus 1 demi de L2 I2 carré plus M I1 I2. Donc tout ce terme-là, puisque D sur dt de tout ça, c'est une puissance, tout ce terme-là, c'est une énergie. On va appeler ça l'énergie magnétique de l'ensemble des deux circuits. Et on voit qu'il y a plusieurs termes. Donc il y a le terme de 1 demi de L1 I1 carré que vous connaissez, qui est l'énergie magnétique qui serait effectivement stockée dans la première bobine. 1 demi de L2 I2 carré, même chose pour la deuxième bobine. Et vous voyez qu'il y a un terme supplémentaire ici, qui est dû au couplage des deux bobines, et qui s'écrit M fois I1 I2.